Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Ce soir, je vais vous raconter 10 légendes urbaines. Êtes-vous prêts à frissonner? Éteignez vos lumières, installez-vous confortablement et écoutez ces histoires terrifiantes. La légende de Bloody Mary. Une histoire qui peut paraître innocente à la base, mais qui finalement est horrible et violente. Comme de nombreuses légendes, diverses versions existent. Êtes-vous prêt à me suivre dans cette histoire mêlant la sorcellerie, les meurtres d'enfants, et qui vous fera peut-être réfléchir à 3 fois avant de prononcer Bloody Mary devant un miroir? Qui est-elle? Mary Worth. Encore une sorcière qui fut brûlée. En effet, cette brave dame vivait dans une cabane au fond des bois. Elle était connue dans le village pour vendre ses teintures et ses plantes médicinales. Comme beaucoup d'histoires de sorcières, les habitants se méfient beaucoup d'elle, craignant de s'en approcher, de peur qu'elle ne leur jette un sort. Les religieux racontaient qu'elle pratiquait la Wicca. Un jour, certaines fillettes du village disparurent. Les parents, les familles désemparées ne savaient pas où elles se trouvaient. Ils cherchèrent pendant des jours et des nuits, mais aucune trace des fillettes. Les villageois décidèrent alors de se rendre à la cabane de Mary. Celle-ci niait complètement la disparition des enfants. Les villageois eurent quand même un doute. Mary, cette dame si moche, ridée et répugnante, avait, comme rajeuni, été plus féminine. Quelques jours passèrent et nous voilà dans la famille Miller. Madame Miller, prise par une rage de dents, décide d'aller acheter un remède chez Mary. Le soir même, au fond de son lit, elle voit sa fille unique se lever et marcher tel un zombie, attiré par une force, une entité. Monsieur Miller, surpris, essayant en vain de retenir sa fille, mais rien à faire. La fillette sortit quand même du foyer pour se diriger vers la forêt. Un paysan qui se trouvait non loin de là alla prévenir la famille qu'une sorte de lumière bizarre rayonnait dans tous les bois. Et, comme dans tous les villages, le bouche à oreille se fit rapidement. Marie était alors là, debout, à côté d'un chêne, tenant une baguette à la main, dirigée vers la maison des Miller. De cette baguette jaillissait une lumière, que l'on pourrait qualifier de non naturelle. Tous les hommes du village allèrent chercher leurs armes et partirent pour une chasse aux sorcières. Marie essaya en vain de s'en échapper. Malheureusement, elle fut capturée. Marie fut brûlée. Mais avant de disparaître, elle lança une malédiction sur tous les villageois, disant que s'ils venaient à prononcer son nom devant un miroir, elle réapparaîtrait. Après cette nuit d'horreur, les villageois décident de se rendre dans la cabane de Marie, afin d'élucider le mystère des enfants disparus. Et là, ils découvrirent l'horreur. Des tombes sans nom, juste derrière son habitat. Elle aurait bu leur sang, afin de retrouver sa jeunesse. Selon les autres versions existantes, Bloody Mary est une mère infanticide, une femme qui a perdu son enfant et s'est suicidée, une femme morte en couche. Bloody Mary est également le surnom de Marie Tudor, reine catholique d'Angleterre, de 1554 à 1558, sous le nom de Marie Ière, à cause des persécutions violentes qu'elle mena contre les protestants. Mais rien ne relie cette reine au personnage fantomatique de la légende. Ou encore l'histoire de Mary Manford, une fille de médecin qui aurait contracté une maladie infectieuse et contagieuse de l'époque. Son père l'enterra vivante avec une corde attachée à son poignet et reliée à une clochette au cas où elle viendrait à vouloir sortir de sa tombe. Le lendemain, l'homme décida de se rendre auprès de sa fille. Et stupeur, la clochette était à même le sol. Il s'empressa de déterrer le cercueil, l'ouvrit et vit son enfant morte, les mains ensanglantées à force de gratter les parois qui refermaient le cercueil. On la compare aussi à l'histoire de la Dame Blanche, ou l'autostoppeuse fantôme. La malédiction. Passons maintenant à la malédiction. On dit que Marie apparaît uniquement quand on cite 3 fois son nom devant un miroir, si possible dans une pièce uniquement éclairée avec des bougies devant le miroir. Si Marie apparaît, il se peut qu'elle accepte de répondre à vos questions. Si elle est dans ses mauvais jours, ça peut se passer très mal. Dans ce cas, elle peut venir vous griffer, vous mordre, vous enlever les yeux, ou carrément faire passer la personne de l'autre côté du miroir.
peut-être un passage entre les deux mondes. Elle apparaît le plus souvent sous la forme d'une femme avec un physique pas facile, vêtue d'une robe blanche ensanglantée. Pour éviter ses foudres, il suffit de se focaliser sur son reflet, en évitant le regard de la sorcière, et tout se passera bien. Comme de nombreuses légendes urbaines, la musique et le cinéma se sont inspirés de cette histoire pour des scénarios, comme la saison 2 d'American Horror Story, ou encore le film Paranormal Activity 5. Même Lady Gaga lui a dédié une chanson. La légende de Sleepy Hollow. La légende de Sleepy Hollow, aussi connue sous les titres La légende du cavalier sans tête ou La légende du Val dormant, est une nouvelle de Washington Irving, contenue dans le recueil Le livre d'esquisses et publié pour la première fois en 1820. Écrite à Birmingham en Angleterre, la nouvelle narre l'histoire d'un jeune homme nommé Ichabod Crane, natif du Connecticut. Celui-ci est venu s'installer en tant que professeur dans le Val dormant, Sleepy Hollow, à Greensburg, surnommé Terrytown par les épouses des villages environnants à cause de l'habitude qu'ont leurs époux de traîner dans les tavernes, près de Tappansee. Ichabod Crane mène une vie itinérante, logé et nourri par les fermiers habitant Terrytown. Il est attiré par les récits fantastiques de fantômes, de sorcières et de revenants, récits qui abondent à Terrytown. Selon Washington Irving, un docteur allemand ou un chef amérindien aurait jeté un sort sur Sleepy Hollow, conduisant ses habitants à avoir toutes sortes d'hallucinations. Ichabod Crane souhaite se marier avec Katrina von Tassel, la fille d'un riche fermier. Cependant, il doit faire face à un rival de taille, Braun von Brunt, surnommé Bram Jones. À la suite d'une réception donnée par Balthus von Tassel, le père de Katrina, Ichabod tente de discuter avec celle-ci. L'histoire reste très vague quant au contenu de leur discussion et ne rapporte aucune parole. On sait simplement que le jeune Ichabod repartit l'air affligé. Sur le chemin du retour, le cavalier sans tête, supposé être le fantôme d'un mercenaire essois décapité par un boulet de canon pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, lui apparaît. Ichabod Crane est poursuivi par le cavalier sans tête jusqu'à ce qu'il atteigne une petite église non loin de là. Le cavalier se sert alors de sa tête comme projectile et frappe Ichabod Crane à la tête. Le lendemain, les habitants de Greensburg partent à sa recherche, mais ne trouvent que la selle du cheval sur lequel était monté Ichabod, son chapeau et plus loin une citrouille. Quant à Ichabod Crane, il a disparu, et on ne peut donc pas dire s'il est mort ou s'il est vivant. L'histoire laisse néanmoins entendre qu'il s'agissait en fait de son rival, Bram Bones, qui se serait déguisé pour effrayer le jeune enseignant, et lui aurait jeté une citrouille, le poussant ainsi à quitter le village. Amityville, la maison du diable. En 1965, les DeFeo s'installent dans les quartiers huppés d'Amityville. Situés au 112 Ocean Avenue, leur nouvelle maison a été édifiée en 1928 et semble parfaite pour la famille. Directeur général d'une concession automobile, Ronald DeFeo Sr. est marié à Louise, avec qui il a eu 5 enfants. 3 garçons, Ronald Jr., 23 ans, Mark, 12 ans, et John, 9 ans, ainsi que 2 filles, Dawn, 18 ans, et Allison, 13 ans. Mais la vie de cette famille américaine va basculer dans l'horreur en novembre 1974. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, à 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr. abat ses parents, ainsi que ses 4 frères et sœurs dans leur sommeil. La police ne sera prévenue que le lendemain, lorsqu'un patron de bar, Joey Yeswit, téléphone pour leur annoncer qu'un jeune homme a signalé le meurtre de toute sa famille. Après s'être rendu sur les lieux avec l'aîné des DeFeo, Joey Yeswit confirme avoir découvert les cadavres de toute la famille. La police arrive alors sur place et constate que rien ne semble avoir bougé. Les 6 membres de la famille sont allongés dans leurs lits respectifs, des impacts de balles dans leur corps. Ronald DeFeo Jr. affirme alors qu'il a quitté le domicile familial vers 4h du matin pour aller travailler. Le jeune homme prétend avoir passé la journée à essayer de contacter sa famille, sans succès,
et que c'est en rentrant chez lui qu'il a découvert le massacre. Au fur et à mesure des interrogatoires, la police découvre néanmoins de nombreuses incohérences dans le témoignage de Ronald Jr. et finit par le considérer comme le premier suspect de l'enquête. Le jeune homme avoue alors le massacre de sa famille, tout en changeant régulièrement de version. Il affirme dans un premier temps que ce sont des voix dans sa tête, dont celle de Dieu, qui lui ont ordonné de tuer ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Puis confesse dans un deuxième temps que c'est en réalité sa sœur Dawn qui l'a entraîné avec lui dans une folie meurtrière. Malgré le passé macabre de la grande demeure, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage le 18 décembre 1975. George Lutz et sa femme Kathleen viennent de se marier et ont 3 enfants. Ils croient avoir trouvé la maison de leurs rêves et s'en portent acquéreurs. Après leur installation, ils prétendent être témoins d'une série d'événements de nature paranormale. Un journaliste et écrivain, John Hanson, en tire un roman à grand succès, intitulé Amityville, la maison du diable. Pourtant, après de nombreuses années de controverses, il fut démontré que les événements postérieurs à la mort des 2 féaux furent très largement exagérés à des fins promotionnelles médiatiques, dont Jane Hanson et la famille Lutz ont été les principaux acteurs. La Dame Blanche. Avez-vous déjà entendu parler de la Dame Blanche ? Cette jeune femme souvent croisée en bord de route, parfois synonyme d'accident. Si vous ne connaissez pas cette entité, voici une histoire vraie, puisqu'elle est racontée par un docteur, avec une version réaliste et terre-à-terre. L'histoire se passe un soir, sous une pluie battante. Après une folle journée de travail, comme à son habitude, le docteur rentra chez lui. Au bord de la route, il croise une jeune femme, tout en blanc, qui semble perdue. Très inquiet par rapport à sa sécurité et soucieux de sa santé par ce temps, l'homme décide de la ramener chez elle. Après lui avoir indiqué son adresse, la jeune femme se terre dans le silence, jusqu'au moment où le docteur passe le pont du Furet. Là, la jeune femme s'agite, l'air effrayé. Arrivée au domicile de l'autostoppeuse, le médecin lui prête son parapluie en lui disant de lui ramener une fois arrivée. Après plusieurs minutes, ne la voyant pas revenir, il décide de sonner à la porte pour le récupérer. Un couple lui ouvrit. Le docteur demanda son parapluie, mais il ne comprenait rien à son histoire, jusqu'à ce qu'il leur décrive la jeune femme en blanc. Le couple, alors très ému, raconte que ce portrait ressemblait fortement à celui de leur fille unique, morte à moto, sur le pont du Furet, quelques mois auparavant. Alors, coïncidence ou histoire paranormale avérée ? Une chose est sûre, si vous croisez une dame en blanc sur le bord de la route, ne l'ignorez pas et arrêtez-vous pour l'amener à destination. Vous pourriez ainsi éviter le pire. La station-service. Si vous avez l'habitude de conduire la nuit, cette histoire peut vous rappeler à quel point il est important de regarder dans son rétroviseur en voiture. Lors d'une nuit brumeuse, une jeune femme prénommée Denise avait pris la route et commençait à sentir la fatigue l'envahir. Le niveau d'essence étant très bas, elle décide de s'arrêter à la première station-service qu'elle vit. Elle demanda alors au jeune homme présent de lui faire le plein. Or, le commis semblait beaucoup s'attarder sur l'arrière de sa voiture, tout en agissant de façon bizarre. Après avoir fait le plein, il demanda à la jeune femme d'ouvrir le capot. Denise, très angoissée par l'attitude étrange de l'homme, se demanda si c'était une bonne idée de s'arrêter ici, mais s'exécuta pour ne pas éveiller les soupçons. Il lui demanda alors de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. À ce moment-là, il l'attrapa par le bras en lui disant de venir dans son bureau, car sa voiture avait besoin d'une remorqueuse. Il lui mit la main sur la bouche en l'entraînant de force dans son bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Avez-vous vu cet homme couché sur le siège arrière de votre voiture, madame ?» Denise, apeurée, courut alors aussi vite qu'elle le put jusqu'à sa voiture en démarrant en toute vitesse. Après avoir repris ses esprits, la curiosité la gagna tout de même, et elle regarda dans son rétroviseur. Un homme, en chandail à capuchon, avec une hache dans la main, la fixait intensément. D'un geste, il décapita la jeune femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé plusieurs jours après par la police, qui finit par retrouver le tueur en série responsable de ce meurtre.
la gardienne en danger. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin respectable et digne de confiance, qui, bien sûr, la rémunérait convenablement pour service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19h. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque lui dit que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension. Évidemment, numéro masqué. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel, si jamais cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant près d'1 minute. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et pour cause, l'appel provenait de la 2e ligne de la maison, qui était située à l'étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Le casse-tête. Installée dans son salon, une femme âgée vivant seule décida de faire un casse-tête pour passer le temps. C'était une nuit où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ces lieux. Soudain, une impression étrange la saisit, au fur et à mesure qu'elle avançait dans son casse-tête et assemblait les pièces. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son propre salon, puis de sa télévision, puis d'elle-même, vue de face. De plus en plus fébrile et prise d'une curiosité sans précédent, elle décide quand même de continuer. Les derniers morceaux qu'elle assembla furent ceux qui illustraient la fenêtre qui se trouvait derrière elle. La toute dernière pièce du casse-tête, quant à elle, montrait le coin de la fenêtre avec le visage terrifiant d'un homme la regardant. David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda 2 jeunes gens âgés de 15 ans et leur proposa de venir chez lui écouter du heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les 2 adolescents, Michael Etheridge et Stephen Cullen, acceptèrent l'invitation et suivirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir, avec des cierges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblaient perplexes. « Cet autel est dédié à Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. » Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptèrent. Une fois Denis arrivé, les 4 jeunes gens s'installèrent autour du plateau de Ouija, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu. Presque instantanément, la voix soudainement très rauque de McCallum rompit le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous fassions. » McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael et le projeta sur le lit et l'immobilisa sur place. Puis, armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement sa victime. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Denis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen, terrorisé, finit par crier à McCallum « Arrête, David, arrête, il est mort !»
Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seuls, David et Dennis enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et de s'en débarrasser dans une décharge publique. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête, une enquête psychiatrique et une enquête policière, pour divers événements survenus dans le passé. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Les juges le condamnèrent à une détention à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice fut, quant à lui, condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. Le fantôme de la Maison Blanche. La plus célèbre des adresses est aussi l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. Membres du personnel, invités, premières dames et même présidents ont été témoins de manifestations étranges, comme le fait de sentir la présence de quelqu'un, d'entendre des bruits inexplicables et même d'être passé à travers un fantôme sur le chemin de la salle de bain. Vous avez des doutes? Il existe une preuve. Une photo prise sur le chantier de la Maison Blanche en 1950 montre une silhouette translucide se tenant debout, les bras croisés. Le cliché a été pris par Abbey Grove, le photographe du National Park Service, durant de gros travaux à la Maison Blanche. Sous l'administration Truman, entre 1949 et 1952, un chantier colossal a été entrepris. Abbey Grove, photographe officiel de la Maison Blanche durant 25 ans, avait l'habitude de prendre le chantier sous toutes ses coutures. Ces images sont un incroyable témoignage, mais aussi quelque chose de bien plus surprenant. En 1992 est publiée une photo bien spéciale dans la biographie de Truman. Et c'est un simple lecteur du Missouri, Bob Martin, qui a remarqué la particularité de cette photo en 2008. Il a en effet noté la présence d'une silhouette translucide en arrière-plan du chantier. Le fantôme se tient bien droit, les jambes écartées, les bras croisés et le visage tourné vers l'objectif. Depuis, les questions vont bon train. Le spécialiste en paranormal, Joshua P. Norman, a tenté d'élucider le mystère. Et curieusement, il n'a pas pu accéder aux négatifs d'Abbey Grove, car ils sont tous classés secret défense. Il a montré la photo des experts qui pensent que la silhouette pourrait être une image générée grâce à un temps de pause très long. Sauf que aucune reconstitution n'a permis d'obtenir un résultat équivalent. Et penser qu'Abbey Grove va utiliser un temps de pause très long ne fait pas de sens sur un chantier. Sans compter que la silhouette est immobile, ce qui enlève l'idée d'une image résiduelle. Un dernier détail a inspiré les amateurs de fantômes. La silhouette semble porter une longue veste qui s'arrête à mi-cuisse, tout comme Abraham Lincoln avait l'habitude d'en porter. Et selon notre spécialiste du paranormal, le fantôme de Lincoln se tiendra à l'endroit exact où se situait la chambre de ce fameux président. De nombreux témoignages rapportent la présence du président Lincoln dans les murs de la Maison Blanche depuis sa mort. Et le plus impressionnant est celui de la reine Wilhelmine des Pays-Bas. En 1942, la prestigieuse invitée entend frapper à sa porte. Lorsqu'elle l'ouvre, elle se retrouve nez à nez avec Lincoln, portant redingote et chapeau haut de forme. Le choc a été tel qu'elle s'en est évanouie. Churchill aurait eu lui aussi la visite du président défunt. Invité durant la Seconde Guerre mondiale, il est logé dans la chambre de notre fantôme. Alors qu'il vient de sortir du bain et qu'il est nu comme un verre, il s'apprête à allumer un de ses fameux cigares et voit apparaître le président près de la cheminée. Il se serait tranquillement adressé à cette visite fortuite en lui disant « Bonsoir, monsieur le président. Vous me surprenez alors que je ne suis pas à mon avantage. » Le fantôme aurait alors esquissé un petit sourire en coin avant de disparaître. Un rêve prémonitoire. « 2004, Redmond, dans l'État de Washington. Laura Hatch, 17 ans, disparaît le 2 octobre alors qu'elle se rendait à une fête. Après 8 jours de recherche, la police est persuadée qu'il s'agit d'une fugue. Shanor connaît bien Laura
puisqu'il s'agit d'une amie de sa fille. Une nuit, durant son sommeil, elle voit une intersection et une zone boisée et rêve de Laura. Alors qu'elle n'a jamais eu de talent particulier, elle décide de croire en son rêve et de se rendre sur les lieux. Arrivée sur les lieux, elle est attirée vers un talus particulièrement abrupt. C'est là qu'elle retrouve la voiture et l'adolescente blessée, mais bien vivante. Laura s'en est tirée avec des fractures et une opération pour évacuer un caillot de sang. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça soutient la chaîne et ça permet un meilleur référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.